Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour cette nouvelle semaine d'off-season après un podcast qui est revenu sur la draft 2025 que vous pouvez toujours écouter d'ailleurs sur les plateformes d'écoute et vous avez été très nombreux à l'écouter, on en est ravis. On va cette semaine se focaliser sur une franchise. Alors on parlera de l'actu de la NFL en fin d'émission, notamment du trade de George Pickens, mais juste avant, on va se focaliser sur une franchise qui, à mon sens, a réussi l'une des meilleures intersaisons des 32 équipes de la NFL. C'est bien sûr donc pas les New Orleans Saints dont on va parler. Ce sont les New England Patriots. On va parler des Patriots pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, voir tous les ajouts qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer dans cette saison 2025. Pour parler de tout ça avec moi, mon équipe de d'habitude, avec mon Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Flav. Eh bien, écoute, comme d'habitude, ça va très bien, on est en forme, c'est le printemps, on va parler d'une équipe qui me fait moins déprimer que celle dont on a parlé les semaines précédentes. On va parler des Patriots parce que c'est le chemin de la reconstruction pour eux, à mon avis, et ils vont être très 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 intéressants à suivre la saison à venir, lors de la saison à venir et les saisons suivantes. Vous avez été nombreux à nous demander un nouveau podcast sur les Browns de Cleveland. Bon, on a décidé de ne pas accéder à votre demande, mais rassurez-vous, ça reviendra très prochainement. Ne pas dépasser la dose prescrite. Voilà, c'est ça. Pas trop. Faut y aller mollo. Mon Vince, salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Oui, effectivement, alors les Browns pensent à notre santé mentale tout de même, mais comme l'a dit Seb, les Pats, c'est une franchise qui, on va en parler tout au long de ce podcast, qui s'est bien construit, bien reconstruit, qui a de belles années, et c'est un peu cette équipe, c'est un terme un peu à la mode en ce moment, mais un peu popcorn, on va dire, de l'année prochaine, une équipe qu'on a envie de suivre pour voir un peu tous ces talents évoluer ensemble. Celui qui, pour entrer dans ce podcast, a dû montrer pattes blanches, c'est notre ami Yaya. Salut Yaya, comment tu vas ? Et salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien, de retour cette semaine pour parler de l'Empire déchu, l'Empire qui essaye de remonter. Est-ce que ça va être le premier ordre ? C'est la question que je me pose en ce début mai. J'ai pas pu vous souhaiter un Happy Star Wars Day le 4 mai, donc je fais cette référence aujourd'hui. Très bien. Et pour parler des Patriots, quoi de mieux qu'un fan des Patriots ? Alors non, nous n'avons pas invité Wake. Enfin si, il était invité, mais il a préféré laisser sa place. Mais on le salue quand même parce que je sais qu'il écoutera avec grande impatience ce podcast et qu'il nous râlera dessus à peu près à 8h05 dès la diffusion du podcast, comme il le fait chaque semaine. Ce sera celui qui m'accompagne d'habitude pour les podcasts D1 et pour les podcasts LF, c'est mon Jus. Salut Julien, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va bien. Qui est lui aussi fan des Patriots. Et oui, il ne fait pas fan. Voilà, il ne fait pas que les highlights de D1, il ne fait pas que le LF, il est aussi fan des Patriots. Cet homme a une multiple casquette. Jules n'a pas que des qualités, donc. Il en a beaucoup, mais voilà. La première question que tu veux lui poser, c'est est-ce que les Patriots sont gagnés en trichant ? Non, c'est pas ça. Ah non, ça, je laisse Bertrand deviser. Mais est-ce que tu penses que les ballons se dégonflent avec le froid ? C'est plutôt ça, moi, ma vraie question. Demande à ChatGPT. Demande à Wake. Alors, on attend la vidéo de ton compère Wake. Et c'est réclamé par toute la communauté. Donc, on attend. Mais lui la pression, s'il te plaît. Oui. Plus de pression que dans le ballon, en tout cas. Ça, c'est certain. On commence donc à parler des Patriots avec le premier ajout, parce que vraiment, cette intersaison 2025 s'est faite, j'ai envie de dire, étape par étape, et de manière plutôt lisible. On parlera tout à l'heure des Cowboys et des Steelers où c'est un peu moins lisible, mais là, pour les Patriots, c'est relativement lisible. Ça a commencé déjà, comme toute bonne chose, par un coach. Au revoir Jérôme Maillot, bonjour Mike Vrabel, qui connaît parfaitement la maison puisqu'il a joué pour les New England Patriots. Julien, je vais te donner la parole en premier. Est-ce que le choix de Mike Vrabel pour toi est le choix qu'il faut pour continuer cette reconstruction chez les Patriots ? Je pense que déjà, c'est un énième plan de reconstruction, parce qu'il n'empêche, il y a quand même une ère un peu de reconstruction depuis le départ Brady, puis encore plus depuis Belichick. Donc déjà, il y a des plans de reconstruction à répétition. L'année dernière, avec Jérôme Maillot, on a senti qu'on voulait un peu de continuité de l'ère Belichick, et ça n'a pas très bien pris.
On pensait qu'un coach qui était plus à l'aise à parler dans les médias, ça allait peut-être débloquer certains trucs. Tout de suite, c'était une attitude un peu plus cool. On oubliait un peu le côté hard work des Patriots. Et je pense qu'on a voulu justement, vu que ça n'a pas du tout marché, on pourrait en parler, mais ça n'a pas marché. Et je pense que c'est ce qu'on a voulu vraiment retrouver avec Vrabel. C'est un coach déjà qui connaît la maison, qui a fait ses preuves chez Tennessee Titans et qui est l'homme qui va pouvoir être un leader pour la franchise, qui connaît bien aussi ce dont la franchise a besoin pour se relancer, que ce soit sur les terrains et en dehors des terrains. Mais je pense que c'est surtout au niveau de la culture. Et là, la reconstruction passe avant tout par la culture, ce qui n'a pas bien marché l'année dernière. Et on verra si ça marche cette année, quoi. C'est vrai que l'an dernier, ça a été une saison compliquée. Bon, on s'y attendait, hein. Faut pas se leurrer. On n'attendait pas à voir les Patriots, enfin, sauf White qui les voyait champions de division. Mais non, mais même pour être honnête, l'année dernière, c'était difficile d'imaginer un point 500, quoi, un bilan ne serait-ce qu'équilibré. Et on a vite déchanté de toute façon, semaine après semaine. Surtout quand une énième fois, tu avais des choix de draft de l'année dernière qui n'étaient pas soit peut-être pertinents, puis après qui ne donnaient pas grand-chose sur le terrain, quoi. Mike Vrabel, Seb, je vais le rappeler quand même, c'est 6 ans passés à la tête des Tennessee Titans, de 2018 à 2023, 4 années avec un bilan positif pour les Titans, avec des qualifications en playoff. Est-ce que pour toi c'est la personne qu'il faut aux Patriots pour les ramener possiblement, on parlera des projections dans la suite de l'émission, mais possiblement sur le devant de la scène de la FC Est? Comme tu l'as rappelé, c'est un coach d'expérience, déjà un head coach d'expérience surtout. C'est ce qui est important puisque je pense que l'un des bilans qu'on peut tirer de la saison dernière des Patriots, c'est que Jerod Mayo n'était pas prêt pour le job. Là, on a quelqu'un vraiment qui amène un vrai vécu sur un poste de head coach. Une fois de plus, head coach, c'est très particulier. On est entre l'entraîneur et le manager. Son bilan durant 6 saisons aux Titans, c'est 54 victoires pour 45 défaites. Effectivement, quelques voyages en play-off, 2 victoires, 3 défaites, une finale AFC en 2019. Bonus, c'est quelqu'un qui connaît la maison Patriots. Il a été linebacker pour eux de 2001 à 2008. Il a participé à 3 Super Bowls avec eux. Et je pense que c'est aussi, entre autres, pour ça que Robert Kraft le fait venir. Et je viens parler de culture juste à l'instant. Justement, Vrabel, c'est quelqu'un qui sait construire une culture au sein d'un club et qui a des vraies qualités de leader qui manquaient sur la touche des Patriots pendant la période Jerod Mayo. Donc, candidat idéal, difficile à dire, très bon candidat, ça sans aucun doute, et on sait en plus que les Patriots avaient l'œil sur lui dès le moment où il avait quitté le poste à Tennessee. Donc, c'est pas non plus une décision qui sort de nulle part. Pour eux, ils ont fait cette expérience Jerod Mayo, mais ils ont toujours gardé sous le coude cette possibilité Mike Vrabel. Ils ont laissé la possibilité à Mayo d'aller jusqu'au bout de sa saison avant de changer d'option, ce qui était de toute façon la meilleure chose à faire. Donc rien que pour ça, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer la saison prochaine. Pour revenir sur ce que vient de dire Seb, moi il y a une chose dont j'ai l'impression, tu vas peut-être me contredire Julien, mais j'ai l'impression que justement ils ont fait la saison rebuild où on n'attend rien. Justement, on a mis Mayo pour après installer Vrabel dans une bonne place, c'est-à-dire avec la place nette et justement avec du temps pour construire. C'est pas impossible, oui, parce que dans l'idée, quand tu vois que Mayo il arrive, tu te dis, est-ce qu'il est là pour une saison? Est-ce que tu peux te projeter dans le temps avec un coach comme ça? Et comme le dit Sébastien, tu vois qu'il y a un manque, qu'il n'est pas head coach ready. Donc tu lui laisses un peu c'est sa saison rookie de head coach, quoi, tu vois. Et tout de suite, bon. C'est un pari, quelque part. Ouais. C'est vrai, l'année dernière, quand il y a la victoire en week 1 contre les Bengals, on se dit, au final, ça a payé, c'est pas mal, alors que les Bengals ont mis un temps fou à démarrer leur saison. Donc, comme chaque saison. Oui, donc ça voulait pas dire grand-chose. Ils ont démarré. On avait juste bien joué défensivement défendu à la passe, donc on avait vraiment neutralisé leur jeu de passe. Mais après, quand tu fais 4-13, tu te dis, au final, c'était peut-être juste pour tenter de voir qui on allait
prendre justement sur une certaine longévité. Et avec Vrabel, tu peux déjà te projeter parce que tu sais que tu fais venir quelqu'un qui va construire une culture en lui laissant le temps, justement. Je doute même que la première année soit la plus marquante pour Vrabel. Elle va relancer la machine et que les prochaines années, dans une division où il faut vraiment maintenant retourner en play-off, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été, on verra s'il nous permet d'y retourner assez vite ou pas, quoi. Vince, toi, ton regard sur Mike Vrabel? Ben, en fait, clairement, déjà, la maillot n'a pas pris l'année dernière. Donc ça. Je suis désolé. Non, je suis désolé, mais bon. C'est les blagues de Flav, ça. Non, Voilà, Même lui, il l'approuve pas. non, je l'approuve pas vraiment. Mais non, clairement, en fait, c'était un test, c'était un choix. Il faut pas oublier qu'il n'y avait pas que Mayo l'année dernière. Il y avait aussi Drake May, qu'on voulait voir un peu ce qu'il avait sous la chaussure. On voulait voir un peu ce qu'il en était pour lui, ce qu'il était capable de faire et si on pouvait miser sur lui pour l'avenir. Je pense que là-dessus, les fans des Pats ont été assez rassurés, dirons-nous. On n'est pas sûr de tenir un franchise QB, mais en tout cas, on est sûr de tenir un QB qui peut faire progresser la franchise et qui peut l'amener un peu plus vers un peu plus de victoires. À partir de là, on sait que on a trouvé un des deux. L'autre change et on met un coach senior, vétéran et qui est vraiment NFL ready puisque ça fait longtemps qu'il est NFL head coach, donc qui connaît l'enjeu, les pressions et tout ça. Donc et en plus de ça, pour faire la comparaison avec les Jaguars, c'est un peu pareil. On va dire que il avait aussi pas mal de choses dans son équipe qui était semblable avec les Pats actuels et donc c'est ce qui va lui permettre de progresser, de faire progresser cette franchise. Il faudra qu'il mouille le maillot, quoi. Et voilà. Voilà. Passons là-dessus. Quelqu'un dont on n'a pas parlé parce qu'on s'est concentré sur Mike Vrabel, mais il y a quand même autre chose dans le coaching staff des Patriots, c'est le retour de Josh McDaniels en poste de coordinateur offensif, qui alors qu'un grand habitué, Julien le connaît très bien, de la maison Patriots. Qu'est-ce que t'attends toi du retour de McDaniels qui a connu les heures glorieuses de Tom Brady? Pareil, quelqu'un qui va savoir relancer une culture et surtout une culture de l'attaque. Maintenant qu'on sait que de toute façon c'est définitivement terminé pour lui d'être head coach dans une franchise NFL, au moins je pense que là on va le garder. Il y aura plus d'aller-retour dans d'autres franchises. Donc c'est déjà ça. C'est aussi justement d'avoir un plan en tête à long terme avec le staff Vrabel, parce que déjà l'année dernière, quand Mayo il est là, il y a aussi un gros changement de staff et il y a un changement. Par exemple, l'année dernière, quand on change de coach wide receiver, c'est le coach wide receiver de Washington qui avait coaché Jalen Polk. Et l'année dernière, on se dit, on draft Polk, on se dit, ce sera peut-être une des nouvelles cibles de May quand May commencera à jouer. Et quand il joue, il lui envoie des bons ballons, mais Polk il fait une très très mauvaise saison rookie. Là cette année, on espère justement qu'il va step up et rebondir. Et donc on espère justement que dans un nouveau système comme ça, avec McDaniels, il va savoir diriger May. Ça vraiment première saison full starter. Déjà l'année dernière, il y avait eu des débats quand on dit mais c'est pas possible, quand on voit Drake May qui faisait un peu dans le training camp, on se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup justement de peut-être perdre du temps à faire jouer Brissett alors que May a l'air vu ce que tu joues, tu sais que tu iras peut-être pas en playoff, fais jouer May le plus tôt possible. Il y avait encore quelque chose et on a vu, il savait se protéger, donc on prenait pas trop de risques au pire. Et là, il y a tout ce plan-là. Je pense que certains bons trucs de l'année dernière qui étaient assez rares, il n'y en a pas beaucoup, mais si Polk peut marcher cette année avec tous les ajouts, toi Diggs, Williams, qu'on a drafté, il y a plein de trucs qu'on attend justement que McDaniels lui va peut-être savoir mettre en ordre dans cette attaque, quoi. Après, je pense que je pense que ce qui va apporter le plus ce coach offensif, c'est clairement l'expérience et le fait que il sait ce qu'il faut faire pour amener cette équipe vers la victoire. Ouais, parce que l'année dernière avec Alex Van Pelt, moi, c'était un gros souci que j'avais, c'était malgré que c'est un OC NFL, tu vois, mais t'avais pas l'impression qu'on allait
avoir un plan de jeu si écrasant que ça contre l'adversaire, hein, et on galérait Lui, à il l'a produire. déjà fait. Lui, il l'a déjà fait et il a Mm. déjà mené vers de multiples succès. Même si effectivement il y avait le grand gourou Bill qui était au-dessus de tout, mais il a quand même géré beaucoup cette attaque-là et il a développé beaucoup de techniques, de stratégies là-dedans. Donc non, il sait comment faire et puis voilà, il y a déjà été, il y est déjà allé au Super Bowl, donc il va pouvoir remettre toutes ces choses en place. Et Yaya, en plus, adore Josh McDaniels. Ah oui, Ah oui. Moi, j'ai rien contre. Oh non, McDaniel. ah bah non. Alors, je dois te rappeler comment tu le taillais en pièces quand il était chez les Raiders ou c'est pas la peine? Ouais, mais là, il cherchait. Oui, n'empêche que les Raiders continuent de le payer, hein, comme Gruden d'ailleurs. Donc, si tu veux. C'était nos débuts sur TFA à l'époque, feu TFA. Et t'étais en train de tailler en pièces toutes les semaines ce pauvre Josh McDaniels. Me dis pas l'inverse. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? T'as vu ce qu'il a fait aux Raiders? C'était les Raiders. Et puis aux Raiders, t'avais beaucoup en plus d'anciens Patriotes. Enfin, c'était assez marrant au final. Eh les gars, venez, j'ai la source, venez, j'ai des billets. Il y a un peu de reprendre des trucs de New England, mais qui n'a pas du tout marché là-bas. De toute façon, il n'y a pas de... C'est pas le même climat. À critiquer ce qu'il a fait là-bas, c'était pas Jojo. Hein. Ouais. Et après, c'est l'air de la mer, les ballons sont plus gonflés du coup du côté de Las Vegas. Ah oui, il y a moins l'influence de l'air de la mer, c'est pour ça. Ah non, c'est le froid, qui... Le froid, ouais, qui t'expliquera, t'inquiète pas. Donc, l'air, c'est pas le même à l'est qu'à l'ouest des États-Unis, peut-être. Non, c'est le froid, en fait, quand c'est du froid, tu vois. Et ça a été démontré. Et de toute façon, c'est un complot de Roger Goodell. Ouais, c'est scientifiquement prouvé. Voilà. On passe à la free agency de ces Patriots. Et là, je sais que Seb va me sortir une petite fiche avec l'ensemble des noms quasiment qui ont été faits, qui ont été signés. Et Dieu sait s'il y en a notamment du côté défensif. Alors, on parlera de l'attaque parce qu'il y a aussi, notamment sur la ligne offensive, des ajouts intéressants pour les Patriots. Mais en défense, Seb, ça a été une véritable razzia des Patriots qui ont renforcé quasiment tous les postes, backfield, front seven, ligne défensive, bref, ça fait feu de tout bois. Exactement, ça a été le... Comment dire? Ils avaient du cap, hein, ils avaient du cap space, ils l'ont utilisé. Voilà, ils avaient du cap. Ils avaient du cap et leur free agency, elle a vraiment été placée sous le signe de la défense. Juste quelques noms. Alors, on va pas tous les descendre parce qu'ils ont été très, très actifs, mais quelques noms, et je pense que Julien en aura d'autres à ajouter à cette liste. Milton Williams, defensive tackle, qui est signé pour 4 ans, 104 millions de dollars. Il devient le joueur le mieux payé de l'effectif. Il vient de Philadelphie. 5 sacs, 10 hits et 7 plaquages pour perte en 2024. Alors, à Philadelphie, il était en rotation sur le poste de defensive tackle, mais à New England, Vrabel a bien l'intention d'en faire une pièce centrale du dispositif défensif des Patriots. La question, il y a 2 questions quand même autour de lui, c'est 1, est-ce qu'il pourra supporter une charge de travail plus importante qu'à Philadelphie, parce que là, on compte sur lui comme étant starter indiscutable. Et également, il y a son gabarit. Il est un peu sur le, alors, toutes choses égales par ailleurs, du côté léger des defensive tackles, qu'il est à 290 pounds. Ça vous fait quand même 130 kilos de muscles et d'amour, mais effectivement, chez les DTs, ça peut être un peu comme léger. moi presque. En cornerback, quasiment. Carlton Davis III en cornerback, 3 ans, 60 millions de dollars, 34,5 garantis. Il va jouer sur l'aile opposée à Christian Gonzalez et il va combler un des gros besoins des Pats dans le backfield parce que Gonzalez avait vraiment besoin d'un partenaire de jeu de l'autre côté du terrain. 56 plaquages, 2 interceptions en 2024. Il va entrer dans sa 8e saison. Attention, il n'a jamais fait une saison complète jusqu'ici en raison de blessures. Et sur les postes de linebacker, on est très bien aussi. Robert Spillane, 3 ans, 37 millions qui arrive avec ses 173 plaquages et 5,5 sacs en 2 saisons avec les Raiders. Il a joué pour Mike Vrabel aux Titans en 2018. On attend de lui qu'il apporte de la vitesse et de l'agressivité à cette défense. Et puis, Harold Landry, qui signe pour 3 ans et 43 millions et demi de dollars.
dont 26 garantis, 50,5 sacs en 7 saisons. Et lui, on attend vraiment qu'il booste le pass rush des Patriots, qui en ont bien besoin. Et là aussi, il est bien connu des services de Mike Vrabel, qu'il a coaché à Tennessee de 2018 à 2023. Donc tout ça, ça fait un très très beau casting défensif. Et justement, on a New England qui joue sur ses points forts de la saison dernière en dépensant sur des free agents, sur des vétérans, des gens d'expérience autour desquels ils espèrent Une bonne tactique, mon Yaya, cet investissement massif dans la défense, dans la free agency. Pour moi, c'est même essentiel. Si on a parlé de reconstruire une culture, tu vas tout de suite sur la défense. Et ça va donner tout de suite une identité défensive à ton équipe. Et là, de mettre le paquet là-dessus, c'est plutôt malin parce que la défense, c'est ce qui va donner le ton. Si tu ne prends pas de points, tu arriveras toujours à glaner des matchs grâce à ta défense. Et on connaît le vieil adage que si tu veux gagner des titres, faut une bonne défense. Donc, mettre l'accent tout de suite. Et en plus, avec des joueurs Vrabel compatibles, c'est plutôt malin. Et tu donnes une direction, en fait. Et après, ce qui va se passer sur le côté offensif, on en parlera après. Mais d'abord, effectivement, tu prends tes forces, tu renforces et tu reconstruis une défense, beaucoup plus forte. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt malin. Bon, toi, Vince, je te pose pas la question de la défense, je te garde pour les Taïennes. Si tu veux. Non, tu veux parler de la défense, vas-y. Mais en fait, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est un gros message passé parce que le vieil adage est exactement, c'est l'attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Et là, on renforce la défense en priorité. On veut dire clairement ce que l'on cherche. Le push aussi, ça fait gagner des titres apparemment. Mais... Oui. Bon, encore, voilà. Mais bon, ils n'ont pas eu spécialement besoin de ça pour gagner ce titre-là. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment un gros coup qu'a fait les Pats là-dessus en disant clairement ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils visaient. Et puis, il y a juste une chose, c'est-à-dire que si tu crées la défense, tu crées la culture, tout de suite, tu sais aussi que est-ce que tu es en position de gagner dès cette année. C'est-à-dire que est-ce que les Bills, tu peux battre les Bills dès cette année? Je ne crois pas. Donc, soit en étant patient, en mettant... tiens, ils ont rouvert leurs fenêtres, eux. Mais à défaut, oui, ils ont réouvert. L'année dernière, ils ont réouvert la fenêtre. Ah, d'accord. Okay. Il a passé tout l'an dernier à nous dire qu'il ne croyait pas aux Bills, et maintenant il nous dit que c'est impossible d'aller chercher les Bills. Alors attends, est-ce que j'ai dit... Alors, excusez-moi... Il a posé ce verre, monsieur. Posez ce verre. Pose ta bière, Yaya. Non, c'est pas manqué de bière ce soir. Quand est-ce que j'ai dit que les Bills pouvaient aller jusqu'au titre? Non, ils vont encore gagner la division l'an prochain. Mais après, ça va bientôt finir. Mais pour l'instant, c'est eux qui sont éligibles à gagner le titre de la division. Voilà. Bon. Après, renforcer une défense, comment dire, la défense sur un terrain, Seb le confirmera très bien, mais la défense se fatigue plus vite que l'attaque. La défense est en réaction quand l'attaque est en action. Donc forcément, on se fatigue quand on est en défense. Donc c'est important d'avoir une défense assez forte pour arriver à bloquer cette attaque et donc à générer derrière des jeux positifs pour notre propre attaque. C'est un serpent un peu, forcément, on le sait, de toute façon, comme on sait dans ce sport hyper technique et tactique, mais voilà, la défense, c'est aussi une des meilleures et des grandes forces pour l'attaque derrière. Non, mais surtout, c'était un problème chez nous. Tu vois, nous, on se fatiguait beaucoup. Ces dernières années, les drafts ou les free agency, nos meilleurs joueurs, c'est les défenseurs. Moi, chez les Patriots, j'adore regarder jouer notre défense. C'est vraiment un formidable spectacle de football. C'était là où on avait un peu le moins à se plaindre sur les dernières saisons. Mais justement, le problème, c'est que tu joues trop, tu te fatigues trop. Et puis, quand ton attaque, elle ne fait pas de drive et que c'est third and out, tu n'es pas capable d'aller chercher le first down, tu remets vite ta défense en jeu. Là, cette année, pour rebondir sur ce que tu disais, par exemple, sur le recrutement des free agency, pareil, au niveau du coaching staff, on a pris Terrell Williams, qui était un coach D-line aux Titans de chez Vrabel et qui sera le cordeau défenseur.
Donc, toi, toute cette partie reconstruction, c'est le staff, c'est les joueurs, c'est toi virer tous les capitaines aussi. Donc, c'est vraiment, on s'est débarrassé de beaucoup de membres ou de joueurs et il y a table rase, mais il y a un peu cette partie défense qui reste assez vétéran. C'est les mecs qui savent jouer au football et je trouve que le côté offense, c'est la partie un peu assez jeune de l'équipe. Tu construis encore des trucs avec des rookies, des mecs qui sont là depuis moins de 3 ans. Et là, on draft bien offensivement. En plus, c'est une draft très offensif comparé au draft des années précédentes. Et pareil, même sur le personnel, tu vois, de la draft, ça a changé. Les dernières années, tu avais Matt Gros, qui était le DPP, directeur player personnel, qui était quelqu'un qui était de plus en plus mal vu par les fans parce que le gars, il nous recrutait des mecs, c'était pas les bons choix. Et là, avec Elliot Wolf, qui est plus... on n'a même pas un titre officiel de GM, il est executive VP, justement, et tout, mais qui a vraiment fait un gros taf de GM cette année avec Vrabel. Même Vrabel, on a vu sur les petites vidéos, qui était très impliqué à partir du Combine. Donc là, on sait qu'on repart avec une défense très solide, et justement, tu vois, le recrutement de Milton Williams aussi, c'est au cas où parce que l'année dernière, on a eu un souci avec Barmore, vous savez, qui avait fait des cailloux de sang et qui avait manqué le début de saison, qui avait rejoué et qui était reparti absent. Donc on espère que Barmore aura plus de problèmes de santé très graves et qui pourra bien jouer, et que tout la D-line sera bien, et que le recrutement des backers comme Landry et Spillane, qui sont des mecs qui ont connu le nouveau cordeau défensif, on va s'asseoir vraiment quand même sur une défense expérimentée et essayer de construire maintenant avec May en offense, quoi. Justement, tu m'as fait une passe décisive. On aurait dit, j'allais dire Derek Carr, mais non, il joue plus. Bon, bref, on va dire Drake May. On va rester dans le. D'ailleurs, vous savez, est-ce que vous avez déjà vu la date d'anniversaire de Drake May? C'est au mois de mai. C'est au mois de mai, oui. C'est le 1er mai, je crois. Non, c'est le 30 août, en fait. C'était juste pour une blague. Non, non, c'est le 30 août. ouais, ok. Non, parce que j'ai vu les Patriots qui faisaient des blagues là-dessus le 1er mai, donc je croyais que c'était pour ça, mais j'ai pas vu. Non, en fait, si je faisais la même blague que moi, on a le même humour avec les Patriots. Ah, donc tu es peut-être community manager des Patriots sur l'anniversaire de May. Peut-être, c'est peut-être ça. Et ça marche plus en anglais qu'en français, bizarrement. C'est ça qui est... Oui, c'est vrai. Ils aiment bien faire des blagues avec le mois de mai, les Anglais, ils sont bizarres. Oui, c'est pas les premiers. Américains. Oui. May the 4th. Voilà, c'est bien. On va le relancer, Star Wars, là. Alors, je connaissais la maillot Maille, mais pas May. Ça y est reparti, l'autre avec sa maillot. Il nous gonfle avec sa maillot. Je vais te l'envoyer dans le burger. Je vais l'envoyer dans le Burger Quiz, tu vois. Il sera dans l'équipe maillot, lui. Ce sera son rôle. On parle de la draft, donc, et tu parlais de la draft offensive, justement, avec donc ce choix qui a été fait. Contrairement, j'ai envie de dire presque en miroir de cette free agency très défensive, on a eu une draft sur les premiers tours extrêmement offensive, avec Will Campbell qui a été choisi le meilleur joueur de ligne offensive de cette QV 2025, qui a été choisi au 4e choix. Derrière, Trevion Anderson, le running back d'Ohio State, qui faisait partie... Alors, il y a Ashton Jeanty qui était avant dans le clan des running backs, il y a Omarion Hampton, il faisait partie entre le top 3 et top 5 des running backs. Il a été choisi donc lui aussi par les Patriots, et Kyle Williams, c'est ça, oui. Kyle Williams, receveur de Washington State. Le receveur de Washington State, tout à fait, qui a été lui aussi choisi. Autrement dit, un joueur de ligne pour protéger Drake May, un coureur et une cible offensive de plus. On pourrait rajouter à ça aussi l'arrivée de Stephen Diggs pendant la free agency. Ça donne quand même des armes intéressantes, mon Yaya, pour construire une attaque sympathique. Oui, tout à fait. Merci. Moi, après, sur les rookies, tu vois... je crois qu'il allait dire, j'ai fini. Sur les rookies, il y a toujours une part de loterie, mais après, effectivement, tu prends... peut-être moins sur un mec... Enfin, je te coupe, mais tu vois, un joueur comme Will Campbell, c'est peut-être quand même moins la loterie qu'un running back, qu'un receveur, voire même qu'un quarterback, tu vois. Tu sais quand même, avec un joueur de ligne, généralement, les qualités qu'il a et ce qu'il peut apporter. Oui. Je suis d'accord, mais il y a eu des contre-exemples et je suis bien passé pour en parler. Donc voilà, moi c'est par rapport à ça. Après, effectivement, ça a l'air visiblement, tous les rapports disaient que c'était un très très bon sur la ligne. En plus, c'est celui qui a pleuré Bichette pendant la draft. J'étais tout chafouin pour lui. Il est prêt à se battre, prêt à mourir. Chouchou. Non, mais après,
Après, c'est plutôt intelligent. On a le temps de développer en attaque, on l'a dit avant, en ayant blindé la défense sur la free agency. Tu as des joueurs que tu vas pouvoir développer. Mike Vrabel s'est développé et c'est aussi monter une attaque. On se souvient à Tennessee comment il les a fait passer d'une équipe lambda à une équipe playoffable pendant des années et des années. Sans avoir les meilleures armes offensives de toute la ligue non plus, hein, même à Tennessee. Ryan Tannehill était un bon quarterback, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pas non plus, tu vois, il avait pas Patrick Mahomes et Tyreek Hill dans l'équipe, quoi. Ouais, enfin, t'avais AJ Brown à l'époque, et rappelle-toi, il avait AJ Brown et King Henry. Donc, oui, il avait King Henry, oui, c'est vrai. Oui, bon, bah, c'est juste. T'as raison. Voilà. Donc, du coup, tu vois, est-ce qu'il va être capable de transformer ces joueurs en Henry et AJ Brown? Ça va être la vraie question. Peut-être pas cette année, mais il va développer des joueurs pour y arriver. Encore une fois, c'est plutôt malin. C'est surtout, moi, ce qui me plus que les joueurs, c'est la philosophie qui est mise en place, et la dynamique qui est plutôt sympa. Ouais, là, on a quand même, Seb, une draft qui semble intelligente avec ces trois choix-là. On n'a pas blindé que la ligne, on n'a pas été choisir que des receveurs pour faire bling-bling. On est vraiment allé choisir des gens qui peuvent apporter, parce que tout le monde dit que ces trois joueurs-là peuvent apporter dès leur première année, mais de manière, encore une fois, assez intelligente. Déjà, choisir un lineman offensif de talent au premier tour, moi je pense que c'est rarement une mauvaise idée. Will Campbell, il était très très bien considéré par les scouts et on s'attend, enfin la surprise serait qu'il ne soit pas titulaire day one, ce jeune homme. Donc très bonne pioche pour les Patriots. Et puis à côté, effectivement, on amène des skill players, Trevayon Henderson, dont on s'attend dans un premier temps à ce qu'il joigne un comité de running back avec Ramondre Stevenson et Antonio Gibson, puisque beaucoup d'équipes fonctionnent maintenant avec ces comités et plus vraiment avec des featured backs, même si c'est quelque chose qui revient. Kyle Williams, un receveur qui va ajouter lui aussi de la vitesse et une menace profonde et qui va très certainement très bien compléter l'arrivée de Stephen Diggs et Mac Collins, pardon, également. Et puis, il y a un autre choix, c'est que après Kyle Williams, toujours au 3e tour, les Patriots sélectionnent un centre, Jared Wilson de Georgia, alors dont on a moins parlé parce que il apparaît moins comme un titulaire immédiat. C'est quelqu'un en plus qui, en college, n'a qu'une année d'expérience sur le poste de centre, mais il aura l'occasion d'apprendre derrière Garrett Bradbury. Et c'est quelqu'un qu'on peut développer à terme en tant que titulaire et qui a également évolué au poste de guard. Donc, d'ailleurs, pendant que tu en parles, Garrett Bradbury qui a été lui aussi ajouté pendant la free agency. Free agency, ouais. Et ça, Absolument. C'était un gros poste, ouais, parce qu'on s'est parlé de David Andrews qui avait un peu des blessures depuis 1 ou 2 saisons, qui était capitaine. Et toi, là, il reste plus grand monde de cette époque, Brady, Mayo, Belichick, tout ça. Et pareil, on a été chercher Bradbury parce que 6 ans chez les Vikings, 88 matchs, donc gros vétéran centre. Et pareil, on avait un autre gars qui s'appelait Andrews qui devait justement reprendre la relève derrière le David Andrews. Ça, on l'a testé un peu l'année dernière. J'ai trouvé qu'il faisait pas des trucs trop dégueulasses, mais je pense qu'on a voulu prendre un truc plus sérieux pour justement cette saison. Et donc au final, là, prendre le gars de Georgia là. Moi, j'ai plus le nom. Mais oui, c'est un projet aussi. Jared Wilson, pardon. Jared Wilson. Mais oui, c'est un projet aussi parce que justement, je pense que dans la ligne, il y a quand même des vétérans. Ils feront peut-être leur dernière saison chez nous. Et derrière, il faut quand même avoir des mecs qui bossent avec May à long terme, quoi. Oui, et puis c'est une attaque qui mise sur la jeunesse, précisément. Justement, d'ailleurs, en plus, un quarterback de 2e année avec Drake May. Et l'une des priorités pour New England, c'était protéger Drake May, priorité numéro 1, et très certainement également lui donner des armes, lui donner des jouets. Déjà, c'est ce qui a été fait avec l'ajout de Stephen Diggs
sur la free agency, qui va en plus amener dans cette attaque son nom, qui va attirer un petit peu de lumière très certainement sur l'attaque de New Orleans par sa simple New présence. England, New England. New England, pardon. Alors, l'attaque de C'est New un- Orleans, laisse-la où elle est pour la saison prochaine. Il y a une attaque à New Orleans. Ouais, c'est un lapsus, autant pour moi. Donc, qui va apporter de la lumière sur cette attaque des Patriots. Après, bon, on sait que le bonhomme peut être un petit peu problématique à certains moments, mais une fois de plus, il n'y a pas de raison de s'étonner que les receveurs aient un gros ego. C'est comme ça. Ça vient avec le poste, et je suis certain qu'il apportera lui aussi son dû à l'escarcelle de New England. Mon cher Julien, j'ai une question. Si Oui. tu avais, mettons, le premier choix de la draft NFL 2025 avec les Patriots, donc, tu te remets dans la situation, on est il y a quelques semaines, premier choix de la draft. T'es pas quatrième, t'es premier. Donc tu choisis qui tu veux. Est-ce que tu aurais choisi Will Campbell ou quelqu'un d'autre? Alors, pendant longtemps, j'aurais choisi Travis Hunter. Après, j'ai vite voulu changer ça par justement Will Campbell. Et si Campbell n'était pas dispo, de toute façon, c'était Abdul Carter. Mais Campbell est le choix logique. J'adore ce choix. La protection sur le côté gauche, c'est un gros problème depuis des années. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on aurait pu, et j'aurais pris Campbell en premier parce que c'est l'avenir. C'est le protéger ton QB pour peut-être 10-12 ans. C'est un projet à long terme, là. Quand tu peux aller chercher des joueurs qui ont un calibre futur All-Pro presque et développer ton attaque avec un QB qui va être un QB à 4 milliards de plus chaque saison vu sa capacité, qui va être en plus un mec qui court. Et justement, dans la draft, tu vois, on lui prend aussi des armes de protection comme Travion Anderson, le running back, qui est un super running back pass protection. Donc là, c'est pour aussi justement assister May dans ses courses. Donc c'est autant avoir des vétérans sur la ligne que des petits rookies. Et chez nous, sur les receveurs, les running back, les tight ends, tout le monde bloque. Donc là, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on entoure très bien à Dak May, quoi. Vince, j'ai une question qui nous vient de Saint-Roustan. Non, pas. Il y en a qui ont la ref, ceux qui ont la ref. elle est pas si barrée que ça, quand même, cette ref. On le salue. Vince, donc question, il y a des gens qui ont mis comme alors j'allais dire grade, comme note à cette draft des Patriots, un A, d'autres qui ont mis A-, j'ai même vu, je crois que c'est sur Fox Sports, un B. C'est jamais descendu beaucoup plus bas. Toi, si tu devais noter la draft des Patriots, tu mettrais combien? En fonction des qualités et de la free agency qu'ils ont fait, je mettrais A minimum. Moi, je mettrais voire même un peu plus, A+. parce que A+. ouais, peut-être à plus, parce que moi je trouve qu'effectivement cet AB apport moteur. de tackle gauche, on n'a pas assez. Enfin, quand tu sais que tu as un QB droitier, le tackle gauche, c'est le poste le plus important dans ta ligne offensive. Voilà. Donc à partir de là, il faut entourer Drake May. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a les 4 milliards par saison dont je parle. Il a rien encore prouvé complètement sur une saison entière. On va lui laisser grandir et j'espère qu'il aura ces 4 milliards. Mais en tout cas, on lui donne les armes pour qu'il les ait. Après, ne brûlons pas les étapes. Effectivement, cette draft, c'est reste des joueurs qui seront rookies l'année prochaine, qui vont découvrir la NFL, même s'ils ont tous une carrière universitaire assez longue. Mais c'est aussi des gens qui sont assez malléables, qu'on va pouvoir utiliser, voir et potentiellement changer si la sauce ne prend pas. Donc, cette draft, elle est très bien pensée, mais elle est très bien pensée parce que derrière, en fait, elle a été réfléchie dès la free agency. Ils ont senti à la free agency qu'un Hunter allait certainement partir avant leur pick. Ils sont focus sur de la défense pour prendre ce pick-là de tackle gauche qui est très important et qui est en fait la clé de voûte de toute la suite de la draft qui permet derrière de dérouler tout ce plan de jeu-là. Et moi, je dis que là, pour ça, vraiment chapeau parce que c'est très bien pensé, sans vraiment aller plus haut ou plus bas dans la draft, sans échanger leur pick. Ils ont vraiment fait un très très beau coup de manière générale. Voilà.
Un très beau coup, mais rien à voir avec le kicker d'Atlanta. Non. Rien à voir. Tout à fait, très bien. On continue, on termine sur les Patriots avec cette question, et là chacun va pouvoir répondre. On a tous les ans une équipe, ou presque, l'an dernier je crois qu'il n'y en a pas eu, qui passe de la dernière à la première place de sa division, les fameux last to first. Est-ce que, on va commencer par Jus, est-ce que les Patriots, tu les vois possiblement pouvoir faire un last to first la saison prochaine et devenir champion de la FC Est? Peut-être pas la première année, parce que bon, les Bills, comme tu dis, ont quand même une légère fenêtre encore jouable. Et je pense que ça serait dur de les déloger cette saison-là avec le projet Vrabel, May, McDaniels, tout le monde sur la reconstruction. Après, c'est vraiment ce que je voudrais quand même à court terme, qu'on puisse reprendre les titres de division. Mais là, dans l'immédiat, c'est chaud. Et alors, le playoff wildcard? Alors j'ai envie de dire, tu vois, limite, j'irais chercher un peu ce qu'on a fait en 2021, tu vois, une qualif playoff. À l'époque, c'était Mac Jones, c'était un autre, c'est complètement une team différente, hein, mais on fait quand même leader de division, leader AFC, match de playoff. Là, on peut refaire un peu ce truc-là, peut-être un peu plus sérieux, mais on peut aussi miser sur le fait que chez les Dolphins et les Jets, c'est pas aussi... les projets de build ou d'amélioration ne sont pas aussi poussés. Et donc, il y a une fenêtre où on passe devant eux et on est deuxième. Et ça c'est bien. Seb, même question. Last to first pour les Patriots. Est-ce que c'est jouable, envisageable en 2025? Je vais abonder dans le sens de notre invité. Ça me semble compliqué en 2025. Pour mémoire, en 2024, la hiérarchie dans la FC Est, c'est la suivante, c'est Buffalo, Miami, New Jersey, New England. Et dans cette jolie petite joyeuse bande, il n'y a que Buffalo qui se qualifie pour les playoffs. Mais effectivement, le projet de Miami, il a l'air fragile. Du côté des Jets, on voit pas de progrès. Il y a un créneau de deuxième à prendre. Buffalo, c'est compliqué de dire pour le moment que New England peut prendre l'ascendant. Sur un coup, c'est jouable la saison prochaine. Peut-être sur un match, voire sur les deux, sur un coup bien préparé, c'est peut-être jouable, mais ça va demander beaucoup de ressources et c'est des matchs qui peuvent être très exigeants pour le moment. Donc effectivement, cette fenêtre de numéro 2, elle est ouverte. Après, est-ce que c'est suffisant pour se qualifier pour les playoffs dans une AFC qui est hyper compétitive, où tu as toujours une poule, où tu as une AFC Nord qui prend un bloc, mais considérable dans la qualification, et où du coup les places sont chères dans les autres divisions. Là aussi, attention à l'AFC Ouest aussi, parce qu'entre les Chiefs, l'AFC Ouest c'est vachement renforcé là c'est sérieux là-bas. Voilà, absolument. Il y a l'AFC West qui commence à tourner à l'AFC du Sud. sérieux business avec l'équipe c'est une cause. Donc une fois de plus, les places vont être chères en play-off en AFC. Là, justement, la fenêtre de tir est peut-être pas tout à fait ouverte pour New England. Il va falloir jouer sur le moyen terme. Bon, Yaya, même question, même réponse. Attends, parce que les gens ne comprennent pas, ils viennent faire le singe, alors je vais leur expliquer. J'ai osé couper le micro d'Yaya parce que depuis 5 minutes, vous entendez quelqu'un souffler comme un buffle à l'intérieur du micro, ce qui gêne évidemment votre audition du podcast. Donc, pour vous rendre une écoute agréable, je vais couper le micro pendant qu'il ne parlait pas. Et monsieur ne digère pas qu'on le réduise au silence pendant un temps où il était déjà au silence. C'est juste pour le confort d'écoute de nos auditeurs, c'est tout. Autant pour moi, excuse-moi, c'est les allergies en ce moment. C'est les allergies toute l'année, toi. Oui. Nous, on est allergique à Yaya et pourtant on est là. Hein, donc, Et on souffle pas dans le micro. De comment je ne répondrai pas là-dessus. Alors, je vais contredire ce que j'ai dit. Je pense que... Ça ne sera pas la première fois. Je suis d'accord complètement avec Julien pour la deuxième place. Je pense que ce sera la place logique. En revanche... Tu vois pas les Jets, deuxième, toi? C'est bon. Ouais. Les Jets, c'est les Jets. Comment dire? Ça reste les Jets. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. La seule chose, c'est que Buffalo, c'est s'il y a des blessures, si la machine se grippe cette année.
l'accident industriel, c'est déjà arrivé, une équipe qui était prévue pour gagner et qui se bloque. Donc, ou tout grippe. C'est la seule chose. Tout grippe à grippe. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, la logique, c'est Buffalo en premier, New England derrière. Après, ils se battent entre eux avec une équipe qui n'est pas capable de gagner dès qu'il fait froid. C'est compliqué, quoi. T'as visé personne, là. Non. C'est celle où il y a du Galac. Je vois l'idée. Vince, même question, même réponse pour toi aussi? Ouais, non, ça semble très compliqué d'aller chercher la première position de cette division. Miami est passé pas loin des playoffs, hein, malgré son parcours cette année. Ça va être la place qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir aller avoir pour les Pats. Après, je pense que cette année, l'objectif n'est pas spécialement pour le playoff. Cette année, c'est encore de développer les jeunes, de chercher quelque chose, de montrer de quoi ils sont capables, de faire peur et d'attirer. Parce que c'est encore une fois un an zéro. Moi, un podcast sans qu'on parle des Broncos, c'est pas un podcast, donc je vais faire une allégorie. Allez, je me barre. Mais forcément, l'année des Broncos. Allez, je le coupe, comme ça on est réglé. Alors, on continue La censure, quoi. La censure qui parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, les Broncos ont fait une bonne année et donc ont attiré aussi beaucoup de gens en free agency. C'est ce que vont faire les Pats et c'est comme ça qu'on fait une équipe aussi. Donc, ça y joue. Les gens ont envie d'aller là où ça gagne. C'est normal. En parlant de comme ça qu'on fait une équipe, mon cher Yaya, il a eu une idée lumineuse de podcast. Ah, mon Yaya? Oui, ça m'arrive. On va l'annoncer aux gens. Vas-y, annonce aux gens ton idée. Non, je pense que un épisode qui explique comment une franchise peut se reconstruire. Est-ce qu'on se reconstruit par la free agency, par la draft, un peu des deux? Comment une direction décide de tout faire le rebuild, d'appuyer sur le bouton pour tout recommencer. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire sur 1 voire 2 podcasts, parce que des fois, ça peut demander beaucoup de temps. Voilà. Donc, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à nous le dire sur le Discord, et ça me fait penser que vous pouvez, bien évidemment, rejoindre encore le Discord de TFA, où on passe des bons moments, où je distille parfois quelques blagues de ci, de là. C'est de ma propre création, et ça fait toujours plaisir à tout le monde, notamment à notre ami Waïk. Décidément, on parle beaucoup de lui aujourd'hui. On referme le chapitre Patriots, on passe à ce qui s'est passé dans l'actu de cette semaine de NFL, à commencer par ce trade des Dallas Cowboys qui sont donc allés chercher George Pickens, le receveur des Steelers de Pittsburgh, contre un 3e tour en 2026, et je ne sais plus si c'est un 5e ou un 6e tour en plus. En tout cas, on va mettre déjà le 3e tour de 2026. Première question, on sait bonne pioche pour les Cowboys, payé trop cher, bref, quel est ton regard sur ce trade? Alors, pour Dallas, je dirais plutôt une bonne affaire, parce que le coût est quand même raisonnable. Pickens est toujours sur son contrat de rookie. Il sera un très bon complément à CeeDee Lamb, qui lui aussi a bien besoin d'un camarade de jeu sur l'aile opposée. Dallas n'avait pas drafté de receveur cette année, et je dirais que si le deal est pour une saison seulement, c'est une très bonne affaire. Pourquoi je parle d'une seule saison? Je vais développer un petit peu après. Alors, juste avant, je trouve que très bonne affaire, 3e tour. Moi, je serais plus mesuré, mais vas-y, je te laisse expliquer. Et du côté de Pittsburgh, Pickens, il était peut-être devenu un petit peu encombrant. On se rappellera notamment de ces 2 pénalités antisportives qu'il prend contre Cincinnati, je crois que c'est en semaine 13 la saison passée, des déclarations de Mike Tomlin qui dit qu'il doit grandir. Je crois qu'il y a un match également où il s'est présenté 90 minutes avant le coup d'envoi la saison dernière. Bref, et Pittsburgh avait fait venir DK Metcalf durant la free agency, et c'était sans doute déjà pour préparer son départ. Pourquoi donc je parlais de bonne affaire pour une saison seulement? Parce que en une saison, il aura peut-être pas trop le temps de,
faire parler cette personnalité si particulière, n'est-ce pas, et revenir dans ses mauvaises habitudes. Si Dallas lui signe une extension, ça peut être problématique de ce côté-là. Et pour revenir à Pittsburgh, néanmoins, ils se retrouvent un petit peu avec le même problème de départ, c'est qu'ils ont un problème au poste de receveur parce qu'ils ont DK Metcalf, mais derrière, c'est Calvin Austin, Robert Wilson. Il n'y a pas vraiment un vrai... Roman, alors tu nous as fait un mix. Tu nous as mis pardon, oui. Robert Oui. Woods et Roman Wilson. Robert Woods et Roman Wilson, excusez-moi, j'ai lu mes notes un petit peu vite. Donc parmi eux, il n'y a pas de vrai numéro 2. Et autre chose, parce qu'on va ressortir l'Arlésienne sur Pittsburgh, cette dégradation du côté des receveurs, qu'est-ce que ça dit sur l'éventuelle venue de vous savez qui, hein, celui dont on ne doit pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom, n'est-ce pas, donc non, on va le prononcer quand même, soyons clairs pour nos auditeurs. Est-ce que ça remet en jeu la venue, alors une fois de plus, très éventuelle, puisque pour le moment, nous ne savons rien, d'Aaron Rodgers? Est-ce que ça veut dire qu'il faut réactiver une autre piste pour le quarterback? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller faire un petit coucou à Kirk Cousins? Mine de rien, c'est un trade qui ouvre pas mal de questions du côté de Pittsburgh. J'ai une question. Dites-moi, Seb, surtout, est-ce que Nelson Montfort n'irait pas du côté de Pittsburgh pour attendre l'arrivée de Aaron Rodgers? On va le laisser à la retraite. Et oui, Yannick, nous sommes devant le Heinz Field. Ah non, c'est l'Acrisure Stadium maintenant. Ah oui, mais ils sont kikinants avec leur... Non, ça reste le Heinz Field pour moi. Parce que oui, je suis désolé, dans The Dark Knight Returns, c'est le Heinz Field qui se fait péter. Voilà, c'est vrai. En tout cas, si quelqu'un... Et si Romain veut m'envoyer un message de Steelers France pour m'expliquer le projet chez les Steelers, je suis preneur, parce que j'avoue ne plus comprendre grand-chose. On nous a dit que George Pickens était déjà sur la voie du départ dès la draft. Ils ont essayé de l'échanger pendant la draft, mais dans ce cas-là, pourquoi pas avoir pris un receveur à la draft? Tu pourras prendre les Steelers en exemple de... Tu peux faire peut-être 2 épisodes pour un podcast Rebel. Tu peux prendre, je pense, l'exemple Tomlin, où quand tu as des coachs qui font 20 ans, comment ça se passe des reconstructions quand tu passes de roster All-Pro, Hall of Famer à des années où, à part faire ta saison positive, tu fais rien d'autre, quoi, tu vois. Mais là, comment il va faire une saison positive, Mike Tomlin? Oui, voilà, ça pourrait s'arrêter, cette série-là, tu vois. Moi, j'ai une petite idée. Comment. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, il a des dossiers sur tout le monde. Y compris les arbitres. Surtout les arbitres. Enfin bon, on connaît leurs mœurs légères. Hein. Les zèbres, on sait ce que c'est. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de... Oui, pour les Steelers, faut expliquer le projet. Alors, est-ce que le projet, ce serait pas justement d'accumuler les tours de draft en vue d'aller chercher un autre quarterback pour 2026? Ouais, un quarterback en 2026 au 3e tour pour... Non, au premier. Bah ouais, mais là, l'échange, il est contre un 3e tour. Oui, mais justement, ils accumulent des tours de draft pour après faire un trade-up ou un machin. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Là, il est trop cher. Si tu fais ça, si tu fais un move 1 an à l'avance pour préparer ça, c'est comme quand tu es au poker, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tu caches ce que tu veux faire. Bah là, regarde, c'est tellement bien caché, Vince. Après, ils vont peut-être faire jouer Will Howard. Hein. Ils vont drafter Will Howard, Ohio State, ils vont peut-être le faire jouer finalement. Non, mais ils nous ont dit qu'ils allaient avoir 4 quarterbacks au moment du camp d'entraînement. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour l'instant, ils en ont 3. Donc c'est qu'il va y en avoir un autre qui va arriver. Qui Mais c'était qui? Bon, c'est pas... Le vrai TB12. Le vrai TB12. Ça se trouve? Non, c'est bon, il a déjà signé. Oui. Il a déjà signé. Mais oui. Oui, vends-nous du rêve. Il a déjà signé, c'est mort. Un contrat, ça se casse. Non, après, moi je suis Mac Tomlin, là quand même je me pose des questions, parce que je suis pas sûr que ce trade vienne vraiment de sa volonté. Alors peut-être que je me trompe, parce qu'effectivement tu l'as dit, il a eu quelques sorties sur Pickens tout au long de l'année. Je pense qu'il voulait trader Pickens tant qu'il avait un peu de valeur, je pense. Mais je pense pas qu'il le voulait pour ça. Là, en l'occurrence, on ne lui donne pas grand-chose, et j'ai pas l'impression... En fait, je vous trouve sévère. On parlait de Robuild juste avant. Est-ce que... Non, mais parce que Tomlin, il voulait contre quelque chose qui pouvait lui servir tout de suite. Là, c'est lui servir dans 1 an. Tomlin, s'il a une série de victoires et une série de saisons positives, qu'il veut continuer,
C'est clairement, hein, parce que c'est un coach qui est incroyable pour ça. Donc je pense que lui, dans sa tête, il veut la continuer. Et là, le challenge, il semble vraiment compliqué. Alors je dis pas que c'est impossible, mais il faut pas oublier la division des Steelers aussi. Hein. Attention. Donc là, moi, ça me semble vraiment, vraiment compliqué pour cette saison-là. Je leur souhaite d'y arriver, mais quand on fait arriver des chemicals, on en a parlé, on disait oula, le duo de receveurs là, en fait, il va être quand même assez ouvert, Metcalf, parce qu'il y a quand même Pickens à scoltiner de l'autre côté. Non, finalement, il va être bien fermé, Metcalf. Là après, tu vois, Pickens, CD Lamb, j'espère pour les Cowboys que Seb a raison et que le fait que ce soit qu'une seule année va pas réveiller le Pickens qu'on connaît, parce que ça peut voler. Quand on va lui dire qu'il est numéro 2 et que les ballons s'en vont systématiquement vers CD Lamb et tout et machin, je peux déjà vous annoncer les vidéos Instagram où on le voit ouvert et machin tout, où il dit pourquoi on m'a pas passé le ballon, machin tout. C'est joué d'avance. Ça va tomber en octobre ou en novembre. Pour Thanksgiving. Il va avoir le soleil dans les yeux, tout ça. Enfin bon, bref. Oui, alors faut rappeler qu'en plus c'est l'un des receveurs qui a pas mal droppé la saison dernière, 6 ou 7 passes droppées, George Pickens. Donc bon, on va pas trop lui mettre trop de soleil dans les yeux non plus. T'as un avis toi en jus sur cet échange, trade? Ouais, c'est de toute façon, est-ce que c'est pas justement un trade entre deux équipes, est-ce que c'est pas Pickens le grand gagnant? Non, mais est-ce que ça n'aurait jamais dû être entre ces deux équipes? Toi, ça aurait dû être Steelers et quelqu'un d'autre, mais pas Dallas, tu vois. Enfin, ça sent pas la bonne destination sur le papier comme ça. Et puis, un peu la mise en avant, tu vois, des Cowboys et tout. Est-ce qu'un joueur comme ça, il va rester concentré sur sa saison? Est-ce qu'il peut être canalisé? Tu vois, il y a des gros changements. Enfin, des gros changements chez Dallas. Enfin, Schottenheimer, là, tu sais pas en plus sur quoi tu t'orientes. On pourrait parler de reconstruction aussi à Dallas depuis 30 ans. Et qu'est-ce que tu joues en signant ça? Est-ce que ça va vraiment est-ce que ça va leur permettre d'aller gagner des matchs de playoff? Les fans des Cowboys ont l'air assez satisfaits, j'ai l'impression. Ils ont l'air satisfaits parce que je pense que ça permet justement de dire ok, t'as un duo de receveurs qui est quand même et puis il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Et donc je pense que c'est ça, c'est quand même. Enfin, moi je trouve ça intéressant qui débarque là où il y avait un besoin, mais peut-être pas dans la bonne équipe, tu vois. Donc, on verra ce que ça donnera. Et puis chez les Steelers, t'es dans l'attente. Moi, je dis, vas-y, fais jouer Will Howard, fais un camp d'entraînement avec Will Howard, Mason Rudolph et Skylar Thompson. C'est tout. Voilà, c'est tout. Prends le risque. Dites-moi qu'il existe dans ce calendrier 2025 à New Orleans Saints, Pittsburgh Steelers. Attends, je te dis c'est de l'enfer, quoi. Que ça existe. Un Will Howard, Tyler Shaw. Oui, ça serait pas mal. Hein. Ça serait fantastique. Ça motive à regarder des matchs. Ça, si c'est pas un Sunday Night Football, je comprends rien. Et non, c'est le match de Dublin. Oui. Et voilà, vous nous avez envoyé tous les Irlandais, regardez. Normalement, à Dublin, c'est censé être Pittsburgh, Green Bay, logiquement. C'est selon les informations, les indiscrétions de la NFL. D'ailleurs, le calendrier de la NFL complet qui sort mercredi prochain nous, ce sera dans une mercredi à jeudi à 2h du matin. Donc voilà. On aura mercredi d'après encore. Non, c'est le 14 mai que ça sortira. Autre sujet très rapidement que je voulais aborder, Justin Tucker, renvoyé des Baltimore Ravens. Alors on sait qu'il a des affaires d'agression sexuelle qui sont en cours de jugement. Du côté d'Arbo, on a dit de toute façon toutes les décisions sont prises vis-à-vis du football, c'est-à-dire qu'on ne prend des décisions que par rapport aux sportifs. Est-ce que pour vous c'est une vraie ou une fausse déclaration? Est-ce que vraiment ce choix s'est basé sur le football? Moi, j'ai mon avis personnel, je vais vous le donner en premier et puis après je vous laisse débattre. Quand on voit le GM qui dit dans son communiqué de presse: après observation de notre effectif, nous avons décidé, pour des raisons footballistiques, de se séparer de Justin Tucker, sachant qu'il n'y a qu'un seul autre kicker dans leur effectif, à savoir notre ami Loop, qui vient d'être drafté, qui n'a pas joué une seule minute en NFL. Ça me paraît difficilement concevable de croire que tout est lié au football. Alors, je suis d'accord avec toi, Flav.
Alors, ouais, on va essayer d'être diplomatique, on va dire que c'est du 50-50. Ok, oui, Justin Tucker, la Elle a été saison moins bon l'an dernière, dernier, il a c'est vrai. été moins bon. 31e de la ligue en matière de pourcentage de réussite sur ses field goals. C'était la plus mauvaise saison de sa carrière, sachant que c'est quelqu'un qui a quasiment redéfini son poste, hein. Il est recordman NFL en matière de précision sur les field goals en carrière. Il a enregistré le field goal marqué le plus long de l'histoire de la ligue, c'était en 2021, c'est 66 yards. Il est crédité de 7 Pro Bowl, c'est un nom incontournable. Mais avec les casseroles qu'il a aux fesses, pour pas dire autre chose, depuis quelques mois et les révélations du média The Banner, c'est quand même compliqué de se dire que son licenciement est décorrélé complètement de tout ça. Alors, certes, les Ravens, ils ont joué la montre, ils ont dit qu'ils voulaient attendre la fin du résultat de l'investigation de la NFL sur Justin Tucker, mais tout de même, tout ça, ça fait beaucoup de distractions hors terrain. Baltimore, ils ont une culture de la gagne et ils aiment que leurs joueurs fassent profil bas en dehors des matchs, hein. Souvenez-vous de Ray Rice, dont personne ne regrette le départ. J'ai beaucoup de mal à croire que cette décision est décorrélée de tout ce qui s'est passé hors du terrain. Et comme tu le disais, Flav, comme par hasard, à la draft, ils prennent un kicker. Ça alors, c'est incroyable des fois comme les événements se corroborent entre eux. Donc non, ce communiqué, il est très diplomatique, mais allez, au moins 50%, c'est du flan. Ils ont bien fait de... Yaya, Vince, ils ont bien fait de renvoyer Justin Tucker. Bah, en fait, on va être clair. Si l'année dernière, il faisait une saison où il passait tous ses field goals, est-ce qu'il aurait Ah oui, vraiment... tiens, est-ce qu'ils auraient pris la même décision? Je pense que oui, mais ils n'auraient pas mis la même chose. Donc là, comme ça, il faut... Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas, un aspect juridique, et ils ne peuvent pas tout dire. Aujourd'hui, dans une ère où la NFL fait très attention à son image, je pense qu'il y a eu quelques petites pressions pour que, bon, écoute, tu as fait ton temps. Allez, va du côté des Browns, on va t'acheter un copain Deshaun Watson, et puis voilà, quoi. Pour vous, c'est terminé? Il ne rejouera pas en NFL, Justin Tucker? Je doute. Hein. Ouais, ça va être compliqué maintenant. Après, Vas-y. Vas-y, Après, Jules. je pense qu'effectivement, l'année dernière a été la saison, une saison décevante aussi pour lui en termes de stats, clairement. Les révélations l'ont beaucoup impacté, l'ont beaucoup touché et n'ont pas permis d'avoir une saison à la hauteur de ses attentes. Clairement, je suis pas sûr qu'avec une... En fait, ça les arrange presque qu'il ait loupé sa saison l'année dernière parce que ça peut justifier ce renvoi. Avec une saison comme il les a fait les saisons d'avant, il aurait eu beaucoup de mal à le justifier. Après, voilà, ils l'ont préparé, ils ont drafté un kicker. Je pense qu'ils vont en prendre un autre sous contrat comme ça. Mais ouais, ça va me compliquer pour lui. Après, il a 35 ans. Avec les casseroles, je pense qu'on va vraiment donner prime à la jeunesse. Sa dernière saison n'est pas convaincante. Et à mon avis, c'est dommage parce que c'est un grand nom de ce poste. En tout cas, effectivement, tu l'as dit, il a changé le poste. Ouais, bah pour analyser un peu le truc sportivement et parler en particulier du poste de kicker, c'est vrai que là, comme tu le dis, Vincent, ça les arrange peut-être qu'au final, sa saison, qui est clairement peut-être sa dernière saison en NFL et en carrière, soit mauvaise pour le libérer. Et c'est vrai que pour n'importe quel kicker qui fait une grande carrière, tu fais une mauvaise saison comme ça et ta franchise te dit bon bah si l'année prochaine c'est ça, est-ce qu'on va te garder ou te libérer? Bah tu sais pas. Donc est-ce que déjà on peut peut-être supposer et refait une même saison comme ça, bah tu dis bon de toute façon il est rincé, il faut s'en séparer. Là ça se présente aussi avec une situation à la draft où il y a 2 kickers qui sont draftés. Il y a nous les Patriots. On prend Andrés Borregales, le kicker de Miami, qui était le meilleur kicker de la draft. Et nous, pareil, on avait un énorme besoin à ce poste.
Et le deuxième, c'était Tyler Loop. Et c'est les deux seuls kickers qui sont draftés. Je sais plus dans quel tour on prend Morales. Je crois que c'est au 6e. Et Loop aussi. Ouais, donc en plus, tu vois, parce que je crois qu'on l'avait pris plus tôt, mais non, les deux, c'est dans le 6e. Et les Ravens sont trade, je crois que c'est un trade-up avec les Jets. Donc, tu vois, ils ont peut-être anticipé le move. Et donc là, ce qui va se présenter peut-être pour les Ravens, c'est dire est-ce qu'on fait jouer ce kicker Day One, on a besoin de ramener des mecs en training camp pour de la compétition. Là, moi, j'apporte mon expertise de spring football. Si vous avez besoin de kicker, le spring football, c'est magnifique pour ça. Allez, Brandon Aubry, il y vient. Voilà. Non, mais c'est ça. Il y a possiblement le nouveau Jake Bates, Brandon Aubry, où justement, là, cette saison, on va dire en UFL, il y a un peu moins à part Harrison Mavis, un kicker de Missou, qui joue chez Birmingham Stallions, qui est bon. Si tu veux, là, un vétéran tout de suite qui a de l'expérience NFL, je te propose Rodrigo Blankenship, qui joue chez Saint-Louis Battlehawks. Il joue à un très bon niveau. Il a 14... Rodrigo. Qui est revenu justement au football et tout, qui s'est mis en bonne shape et tout. L'idole de Flav. Il est à 14 sur 14 au field goal. Il fait une très bonne saison. Il a une bonne range. Il est en bonne santé. Tu peux récupérer. À mon avis, lui, il n'y a pas de souci. Après sa saison UFL avec Saint-Louis, il va retourner en NFL dans une équipe qui a peut-être un besoin de kicker. Donc, tu peux faire venir un kicker UFL derrière Tyler Loop pour qu'il y ait un peu de compétition. Mais bon, c'est sûr que tu tournes une page du football, de la franchise. C'était pas n'importe quel kicker. Il a révolutionné le poste. Il l'a poussé encore plus loin que des gars comme Vinatieri aussi qui étaient des dingues à ce poste. Mais bon, c'est sûr que sur l'aspect juridique, tout ça, je doute quand même qu'on le revoie, à moins qu'une équipe NFL tente un truc, mais franchement, je doute qu'on le revoie. Confier quand même ses coups de pied à quelqu'un qui s'appelle Loop. Bref. Oui, vas-y. Faut préciser, il est coupé alors qu'il lui reste 3 ans sur son contrat. Hein. Ouais. Il est signé une extension de 4 saisons pour 22 millions, donc kicker le mieux payé de la ligue. Il est quand même coupé avec toute cette dead money qui part. Donc il y a aussi, je pense, une conséquence. Alors, je n'ai pas regardé, il doit y avoir une conséquence dans le cap. Je pense que comme ils l'ont coupé avant le 1er juin, ils doivent sauver un petit peu d'argent sur la somme, mais ils le cut quand même avec 3 saisons encore sur le contrat. Et donc, il y a de la dead money qui part. Donc, c'est pas non plus anodin comme décision. En plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, des conséquences juridiques éventuelles. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission sur les Patriots et donc sur ce petit tour de l'actu rapide. Les prochains rendez-vous au niveau du foot américain pour The Playoff, ce sera lundi à 21h30. On se retrouve en live sur Twitch et sur YouTube pour un podcast d'avant-saison sur l'ELF et sur les Paris Musketeers qui commenceront leur saison le 17 mai au direct du stade Robert Bobin de Bondoufle. Ce sera face au Rainfire. Ce sera avec Jus, ce sera avec Wake et ce sera sans doute avec John McKeon qui reviendra nous voir pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à venir. Je peux te poser une question. De Saint-Roustan encore. Oui, est-ce que tu feras la traduction? Non, c'est Wade qui fera la traduction. Voilà. Il y a pas de souci là-dessus, t'inquiète pas, ou Jus, il parle très bien anglais aussi. Il est bilingue, c'est parfaitement rodé et le prochain podcast NFL, ce sera dans le courant de la semaine prochaine, sûrement jeudi. Je pense qu'il devrait sortir. Sur les Browns, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Par exemple, ça peut être sur les Browns, on sait pas. Et si vous avez des idées, tiens d'ailleurs, de sujets que vous voulez aborder ou vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire dans le Discord. Ça peut nous donner des pistes de choses à aborder. Merci Seb, merci Vince, merci Yaya. Vous retrouvez bien évidemment Julien sur Spring Football News sur X, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre son compte. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures NFL sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, bye.